urbaine de Québec. Peut-être qu'en vous levant, vous vous êtes posé différentes questions, comme je sais bien pas ce qui m'attend aujourd'hui au travail, ou bien je sais même pas s'il me reste du lait, ou bien je sais pas quelle météo il annonce aujourd'hui. Et peut-être que vous vous êtes pas demandé, je sais pas s'il faudrait revoir le financement universitaire. Tu sais, si c'est pas le genre de question que vous vous êtes posé, c'est peut-être normal, mais ça veut pas dire qu'il ne faut pas se poser cette question-là. Et c'est la question qu'on va aborder ce matin avec Samuel Élie Lesage et les chercheurs associés pour l'IRIS, donc l'Institut de recherche et d'information socio-économique. Et salut, comment ça va ce matin? Bonjour, ça va bien et vous? Ça va super bien. Je suis content qu'on puisse se parler parce qu'effectivement, c'est peut-être pas la réflexion que tout le monde se pose en se réveillant ce matin, mais c'est important de questionner et de re-questionner le financement des universités. Absolument, oui, absolument. Pour quelles raisons? Pour quelle raison? Ben, en fait, au Québec, on a une politique qui s'appelle très simplement la politique de financement des universités. Puis cette politique-là garantit, entre autres, elle permet de dire comment on rend nos universités accessibles. Il y a des liens avec les frais de scolarité payés par les étudiants et les étudiantes. Et elle garantit aussi un peu les activités des universités, leur qualité, leur autonomie. Et notre étude, ce qu'elle montre, c'est que depuis 20-25 ans que cette politique-là existe, oui, le gouvernement a mis beaucoup d'argent, mais il y a eu des compressions, il y a eu des politiques d'austérité. Les universités ont dû faire avec moins de revenus qu'est-ce qu'elles auraient espéré avoir. Et ça a été quoi la solution du gouvernement pour pallier à ça? Ben, ça a été de plus en plus faire reposer le financement sur les frais de scolarité. Donc, on a moins d'argent public, on prend plus d'argent de la part des étudiants pour continuer à fonctionner. Et ça, c'est surtout présent depuis environ 6-7 années avec les étudiants internationaux, internationaux, bref, ceux qui viennent de l'étranger, qui payent de plus en plus des sommes extrêmement élevées pour continuer à financer nos institutions universitaires. Ben, c'est un réel problème parce que ça pose des enjeux d'équilibre du fonctionnement du financement, d'une bonne répartition des fonds entre les établissements. Et quand on parle du fonctionnement des universités qui dépend beaucoup, comme tu le disais, donc de l'imposition de droits de scolarité, entre 2011 et 2023, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui a augmenté en quelle proportion. Ben oui, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que, par exemple, l'argent qui vient du financement public a monté de 13,2 %. Alors, il reste que cet argent-là, si on faisait une pointe de tarte, c'est l'argent du gouvernement, c'est la principale source de financement. Mais elle a, avec le temps, baissé en pointe de tarte. Ça a augmenté sur 25 ans de peu, de 15 ans, excusez-moi, de 15 ans de peu. Contrepartie, le financement qui provient des étudiants, lui, il a considérablement augmenté. Il vient de 51 %, plus de moitié. Ça veut donc dire que de plus en plus d'universités prennent de l'argent de la poche des étudiants et notamment des étudiants internationaux. Et là, on comprend donc que le financement public n'a pas suivi pantoute. Est-ce que c'est quelque chose qui est explicable d'une autre manière que le gouvernement veut sauver de l'argent ou est-ce que c'est plus profond que ça? Comment ça? Est-ce que ça ne suit pas pantoute à ces proportions-là quand même? Une réponse qui est, c'est une question qui est complexe. En partie, oui. Je crois vraiment qu'il y a une partie de la réponse, c'est le gouvernement qui veut sauver des piastres, qui veut sauver des sous. Il y a des régimes d'austérité qui est à l'œuvre. On sait que pour l'année 2026-2027, il y a déjà une baisse de 0,07 % du financement des universités qui est prévu dans les budgets. Ça n'a pas l'air un gros pourcentage, mais pour les universités, ça a des impacts réels, cette petite baisse de pourcentage-là. Mais je crois aussi, et c'est ce que notre étude montre, qu'en contrôlant et en réduisant un peu le financement des universités, on change un peu la mission des universités. On les rend de plus en plus, on peut dire, liés, accrochés à suivre une marchandisation de l'éducation, à être plus performante, à être plus efficace, prioriser des programmes d'études qui, on va dire, ont un bon taux de diplomation, en fait, un bon taux d'insertion professionnelle, par exemple, ou de la recherche universitaire qui va être de plus en plus profitable pour le privé. Parce qu'on se dit, je te donne moins d'argent, l'université va se dire, peut-être que je suis amené de plus en plus à faire des activités qui vont rapporter, qui donnent du profit, qui vont être utiles. Est-ce qu'en contrepartie, ça peut donner une plus grande liberté à l'université de ne pas dépendre presque exclusivement du gouvernement? En fait, le financement des universités, c'est un peu un contrat. On pourrait dire que c'est un contrat. Le but, c'est de financer les universités pour qu'elles soient autonomes. Okay. De tout temps, de toutes les politiques, depuis qu'elles existent depuis les années 2000, cette autonomie-là était encadrée. On disait, voici ce que tu peux faire avec cet argent-là. Et de plus en plus, l'autonomie, on la resserre un petit peu. Beaucoup à date. Pas beaucoup, il faut le dire. Il ne faut pas être catastrophiste non plus. Notre recherche, elle montre que
et des tentatives pour influencer le comportement des universités, recruter plus d'étudiants internationaux, après ça, plus favoriser des programmes qui sont importants pour le marché de l'emploi, financer des diplômes dans ces programmes-là. C'est pas de dire maintenant vous faites que ça, vous n'êtes plus libre. C'est on influence, on dirige, on oriente. Mais déjà ça, on se questionne. Parce que c'est vraiment ça qu'on veut. Ne devrait-on pas revenir à une idée, une vision où les universités sont bien financées pour faire vraiment ce qu'elles jugent être le mieux pour leur développement et à travers ça, le développement du savoir, de la culture, de l'éducation des personnes à l'université. Samuel Élie Lesage est chercheur associé à l'IRIS. On a parlé donc des proportions du financement qui est venu donc des droits de scolarité versus le financement public. Qu'en est-il de la population étudiante et celle qui donc est du Québec versus celle de l'étranger? Y a-t-il aussi des disproportions de ce côté-là? Oui. La population étudiante du Québec, comme on a déjà un peu fait allusion, elle a plus ou moins augmenté. En fait, elle a même relativement stagné dans les dernières années. C'est vraiment la population étudiante internationale là, qui a vraiment là, augmenté. Là, j'ai les chiffres, je les ai retrouvés. La population étudiante, depuis 2018, elle a même baissé de 5,2 %. La population étudiante internationale, elle a monté de 31 %. On parle d'environ 6-7 ans de distance. 31 %, c'est une augmentation gigantesque. Et pourquoi c'est une donnée importante? Parce que cette population-là paye des frais de scolarité beaucoup plus élevés. Je n'irai pas dans le détail de comment qu'elle paye, c'est très compliqué. Mais pour comprendre qu'elle paye beaucoup plus d'argent et que les universités, dans certaines conditions, certains paramètres, conservent pour elles une partie des sommes payées, ne le redistribuent pas à l'ensemble des universités pour être sûr que ce soit équitable. Alors là, on a un réel problème. Nos universités qui ont une meilleure, qui sont plus compétitives à l'international, les universités anglophones, les grandes universités de Montréal, évidemment, ont un bien plus grand pouvoir d'attraction que les autres. C'est inéquitable. On a tenté très récemment, en 2024, de corriger ça, mais on permet quand même encore aux universités d'être compétitives entre elles, puis à certaines qui ont un plus grand pouvoir d'attraction de conserver une plus grande part du pactole. Alors là, on a un vraiment problème d'iniquité à l'œuvre là-dessus qui ne semble pas être en voie de bien se corriger. Est-ce qu'on se dit, est-ce qu'on aime ça, nos universités, qu'elles se fassent la compétition? Est-ce qu'on aime ça que les plus petits établissements sont un peu obligés de jouer la game, si on me permet l'expression, pour rester bien financés aussi? On peut s'en douter. Et est-ce que ça peut éventuellement en venir à ce qu'on priorise les étudiants étrangers pour des raisons pécuniaires au détriment d'étudiants québécois, ou est-ce qu'on se rend quand même pas là dans la réflexion? Dans notre note, on ne se rend pas là. Notamment parce qu'on sait que le gouvernement, la CAQ, a annoncé récemment vouloir réduire le nombre d'étudiants étrangers sur son territoire et aussi réduire d'un peu le nombre d'admissions, juste pour corriger ce déséquilibre-là. Alors, bon, est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? Je pense que c'est une bonne idée à très court terme, mais la vision d'ensemble, c'est de se dire que si on ne vient pas, comment dire, remonter le financement public en contrepartie, on va se retrouver avec un problème. On va se retrouver avec une situation où, il y a moins d'étudiants étrangers que peut-être avant, et cette population-là contribue à financer nos universités. Qui va compenser la différence? Bon, ben, très récemment, l'an passé, le gouvernement a augmenté les frais de scolarité des étudiants canadiens, par exemple. Ils payent davantage. Est-ce que ça va être suffisant pour compenser le manque à gagner à venir? Je ne le sais pas. Alors, quelle est la suite? Pour l'instant, je ne peux pas prédire l'avenir. Je ne vais pas oser faire une prédiction, mais il y aura un manque à gagner à combler quelque part. Et il y aura donc des impacts directs sur les universités, sur les services qu'ils peuvent offrir s'il y a donc diminution du nombre d'étudiants à cause de ces politiques d'immigration-là, les compressions. À quoi est-ce que ça peut ressembler, les conséquences concrètes là, sur le quotidien des universités? Concrètement, ben, entre autres, ce qu'on a pu voir dans notre étude à date, c'est qu'il y avait certains programmes de services aux étudiants qui avaient été réduits. On parle de l'initiative pour le logement étudiant, on parle d'initiative pour la santé psychologique étudiante également, pour la lutte contre l'homophobie, la transphobie, par exemple. Ce ne sont pas en soi des très gros montants, mais de voir que ces montants-là réduisent, il y a un enjeu là à se poser. Ce qu'on voit également, c'est pour l'argent qui est disponible, on le voit de plus en plus priorisé vers certains types de dépenses ou programmes, tout ce qui est pour encourager d'intégrer certains programmes qui sont en forte demande en marché de l'emploi, enseignement, santé, tout ça, je ne serais pas en désaccord avec ça peut-être, mais aussi en ingénierie, dans le génie, mais aussi même financer leur diplomation. Ça, c'est nouveau. On donne de l'argent aux universités si elles font diplômer des gens dans certaines disciplines. Ça, c'est quelque chose de relativement nouveau, qui n'est pas un très gros montant, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est une bonne chose?
on commence à encourager une université à leur donner de l'argent si et seulement si elle réussit à faire diplômer des gens. Il y a une pression à forcer la diplomation peut-être, je ne le sais pas, avoir cette espèce de direction nouvelle qu'on va se questionner dans le futur pour voir si c'était la bonne chose à faire. Alors, pour le résumer, 2 choses. On voit certains services qui commencent à être réduits et du financement qui priorise vers des choses qui semblent être plus rentables pour l'université ou plus profitables pour l'économie. Tellement intéressant. Samuel Elie, le sage chercheur associé pour l'IRIS, merci beaucoup d'avoir décortiqué ça pour nous. Merci pour ces pistes de réflexion. C'est toujours super apprécié. Je vous souhaite une très, très belle journée. Bien, je vous remercie. À vous aussi. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. 8h29 maintenant. Vous écoutez